Bonjour, ici Chris Burns, bienvenue dans The Network, l'arène de ceux qui font l'actualité. L'assassinat du charismatique leader d'opposition Boris Nemtsov près du Kremlin a plongé le pays dans le deuil et les accusations. Qui est derrière cette nouvelle exécution d'un critique de Poutine? Les enquêteurs soupçonnent des opposants radicaux cherchant à déclencher un soulèvement. Certains blâment le gouvernement. Critique du conflit ukrainien, Nemtsov s'apprêtait à manifester contre les liens supposés de la Russie avec les séparatistes. Le président Poutine promet une enquête exhaustive. Quelle devrait être la réaction d'une Europe inquiète des attaques du Kremlin contre l'opposition, mais toujours dépendante du gaz russe? Avec nous dans The Network, ici au Parlement européen à Bruxelles, Elmar Brok, eurodéputé allemand, président de la Commission des Affaires étrangères et membre du groupe PPE de centre droit. Gilbert Doktorov, fondateur de la Commission américaine pour une entente Est-Ouest, une organisation pro-russe. Je précise que l'ambassadeur russe a décliné notre invitation. Fraser Cameron, directeur du Centre Union Européenne-Russie, une organisation basée en Occident en faveur de liens plus étroits. Bienvenue à tous. Première question à vous tous. À votre avis, qui est derrière l'assassinat de M. Nemtsov ? Je pense qu'on ne le saura jamais parce que chaque fois que des figures d'opposition ont été tuées ou ont été attaquées en Russie, nous n'avons jamais su par qui. Donc vous ne faites pas confiance à l'enquête? Je ne fais aucune confiance à l'enquête par expérience ces 10 dernières années. Monsieur Doktorov? Je trouve que c'est une déclaration très optimiste parce que immédiatement après l'assassinat de Nemtsov, les médias ont avancé la thèse que le Kremlin était responsable. Le fait que le Kremlin était en toile de fond de toutes les photos publiées en dit plus long que des mots. Heureusement, l'effervescence s'est retombée et maintenant, c'est l'inconnu. Monsieur Cameron, qu'en pensez-vous? Le système a tué Boris Nemtsov. Poutine a simplement créé un système où les forces de sécurité opèrent en toute impunité. Et nous avons vu que dans les assassinats d'Anna Politkovskaya, de Sergueï Magnitsky et bien d'autres, c'est le système qui a fait le sale boulot. Les enquêteurs russes évoquent un possible complot de l'opposition pour provoquer plus de troubles. Qu'en pensez-vous, Gilbert? Je n'y crois pas, bien que les partenaires de M. Nemtsov soient sans scrupules. Dire que ce sont des meurtriers est, je pense, aller trop loin. Donc, Elmar, les coupables peuvent-ils être dans l'opposition? Je pense que le système Poutine a créé une atmosphère où les dirigeants d'opposition n'ont aucune chance et de telles victimes sont les victimes de ce système. Et dire maintenant que l'opposition elle-même est responsable de cela est incroyable. Monsieur Nemtsov allait mener une grande manifestation contre le conflit en Ukraine et le soutien présumé de la Russie aux rebelles. Son assassinat va-t-il faire taire l'opposition sur ce conflit? L'opposition n'a que des moyens limités pour s'exprimer. Elle n'a pas accès à la télévision publique, par exemple. Donc elle doit opérer sur Internet et un très petit nombre de radios. Mais je pense que l'assassinat de Nemtsov va renforcer l'opposition à ce que la Russie fait en Ukraine. Gilbert, comment pensez-vous que cela va être géré? Je n'accepte pas le postulat que l'opposition au système se résume aux libéraux, que M. Nemtsov représentait. Nous ignorons, la presse occidentale ignore totalement l'opposition authentique en Russie, qui est le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui a récolté 17% des voix à l'élection présidentielle de 2012, quand M. Nemtsov et ses collègues ne faisaient qu'1%. Je pense que vous êtes en train d'esquiver la question. Est-ce que cela ne risque pas de créer un climat de peur, comme beaucoup le craignent? Oui, et il y avait un article à ce sujet dans le New York Times hier. Je pense que ces partis d'opposition du Kremlin, dont parle mon voisin, ne sont pas l'opposition. L'opposition n'a aucune chance de remporter des élections. Elle a des ressources limitées, elle n'a pas accès à la télévision publique et subit des pressions pour que les gens aient peur. Et elle n'a même pas le droit de se présenter à certaines élections, très souvent. D'accord, donc en Europe, nous critiquons. Quelle devrait être la réponse de l'Europe, Fraser? Nous devons soutenir les forces qui essayent vraiment de tendre vers une Russie plus libérale, plus démocratique dans le respect des lois. C'est dans notre intérêt. Ok, Gilbert, voyez-vous la politique européenne changer? La politique européenne a changé à 180 degrés ces 14 derniers mois. Ces changements ont répondu exactement aux appels de M. Nemtsov en 2010 à New York, quand il a appelé à de larges sanctions contre toute la classe politique au Kremlin et dans le pays.
Nous l'avons catalogué comme perdant, mais il a obtenu ce qu'il voulait. Et nous sommes tous perdants. On pourrait objecter que les sanctions n'ont pas donné grand-chose. Pourquoi en imposer plus? Ou que devrait être la réaction de l'Union? Il faut établir clairement que la Russie a enfreint les lois internationales en attaquant un autre pays indépendant. À partir de là, nous imposons des sanctions pour lui faire sentir clairement que ces attaques vont lui coûter cher. Et il nous faut dénoncer le fait qu'en Russie, il règne une atmosphère antidémocratique contre le Parlement, contre les droits des individus, et ce n'est pas acceptable. Mais si un lien est établi, un lien officiel entre le Kremlin et ce meurtre, pensez-vous que l'Union devrait réagir par des sanctions ou autres? Les sanctions devraient être étendues à tous les membres de la Douma, à tous les membres des forces de sécurité, à tous les membres de... Vous parlez de l'Ukraine ou de l'assassinat? Les deux. Je veux dire, pour ce qui est de l'Ukraine, comme M. Brok l'a dit, il s'agit d'une violation totale du droit international. Il faut des sanctions. Monsieur Brok? Le système Poutine va à l'encontre des intérêts économiques et sociaux de son propre peuple et à l'encontre des droits de l'homme. Mais est-ce que Monsieur Poutine contrôle vraiment la situation? On peut supposer qu'il a été dépassé. Qu'en pensez-vous, Gilbert? Pour les médias occidentaux, M. Poutine et la Russie sont une seule et même chose. C'est malheureux. La Russie est un pays de 142 millions d'habitants, une société complexe avec de nombreuses forces en présence qui non seulement sont hors de portée de M. Poutine, mais évoluent dans une société ouverte. Il a une machine politique tout de même, n'est-ce pas? Jusqu'où va-t-elle? Il a une machine politique très efficace et son principal impact a été la défaite de gens que nous aurions voulu défaire, à savoir le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui en 1996 récoltait 40% des voix et n'en a plus que 17, donc il a réussi. C'est le Parti communiste. Quid du reste de l'opposition, Fraser? Il n'a simplement pas laissé de place aux autres partis, même si lors des dernières élections, il avait autorisé les partis d'opposition à disposer d'un temps de parole raisonnable dans les médias, il aurait probablement gagné. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu faire confiance aux électeurs, d'où les manifestations après qu'il s'est adjugé la victoire. Poutine devrait donner les mêmes droits aux libéraux démocrates, aux gens qui veulent une vraie démocratie transparente, qu'au Parti communiste. Que devrait-il faire dans le contexte de l'assassinat de Nemtsov pour montrer qu'il essaye d'autoriser une libre opposition? Il devrait autoriser la liberté de la presse, c'est-à-dire laisser l'opposition obtenir sa juste place à la télévision publique, par exemple. Il y a plus de liberté dans les médias en Russie sur l'Ukraine qu'il n'y en a aux États-Unis sur les relations avec la Russie. Mon Dieu, quel mensonge! Il est incroyable de dire qu'il y a plus de liberté dans les médias en Russie qu'aux États-Unis. Mon Dieu, vous devez être payé très cher par les Russes. Non, j'ai précisé sur les questions russes et ukrainiennes. Lisez-vous la presse russe? Je ne crois pas. Moi, si. Moi aussi. Écoutons ce qu'en pense Fraser. Aujourd'hui, les Russes ont tout simplement interdit à un certain nombre de personnalités européennes de se rendre aux obsèques à Moscou. Donc c'est une indication claire que même en temps de tragédie personnelle, la Russie se comporte toujours de la même manière. Ok, mais une autre question se pose. Certains redoutent qu'en faisant pression sur la Russie, on ne la déstabilise, du moins encore plus. Qu'en pensez-vous, Monsieur Brok? Je ne vois pas comment on pourrait déstabiliser un système autocratique. Ce système autocratique a créé une atmosphère de pression qui rend possible ce genre d'assassinat et par conséquent, il devrait céder la place à une démocratie. Monsieur Brok sera peut-être surpris, mais je soutiens la position de votre chancelière. Parce que le choix n'est pas entre plus ou moins de sanctions. Le choix est entre des sanctions ou une intervention militaire. Heureusement, votre chancelière l'a bien compris et est allée à Minsk. Vous mélangez tout. Nous ne parlons pas de l'Ukraine, nous parlons de la situation intérieure en Russie. Fraser, peut-on combler ce fossé? Comment le combler? Nous ne comblons pas ce fossé car il ne peut pas être comblé. Vous avez affaire à un système qui dénature le processus démocratique sur lequel l'Union européenne est basée. Nous ne pouvons pas le détruire ou aller contre sa volonté. Il nous faut simplement attendre, jouer le jeu à l'usure jusqu'à ce que le système change en Russie. Merci Fraser, nous devrons en rester là. Merci à tous mes invités, Elmar Brok, Gilbert Doctorow et Fraser Cameron. Merci de vous être connectés à The Network.